Aujourd'hui, nous allons étudier une affaire du début du XXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons pour la France. Jeanne Molinet est née le 7 octobre 1874 dans un petit village côtier nommé Quérity, dans le nord-est de la France. À l'époque de sa naissance, le pays devenait plus accessible aux communautés rurales grâce au développement des chemins de fer, ce qui avait augmenté le nombre de personnes migrant vers les grandes villes pour trouver du travail. Dans les années 1870, une crise agricole est survenue à cause de la forte croissance de la production mondiale, entraînant une abondance alimentaire. Les prix avaient alors commencé à stagner, bien que cela ait eu un impact sur l'ensemble de la population. La famille de Jeanne vivait simplement. Leur maison faisait face à l'océan Atlantique, dans un village de quelques centaines d'habitants où chacun semblait tout savoir sur les autres. Toute dépression ressentie par les riches propriétaires terriens n'affectait pas vraiment les préoccupations quotidiennes de monsieur et madame Molinet. Jeanne a eu une éducation très basique. Dans les années 1870, la France comptait environ 50 000 écoles primaires communales. On estimait que 4 enfants sur 5 y étaient inscrits. La fréquentation restait irrégulière et l'analphabétisme touchait près de 20%. L'école primaire n'est devenue obligatoire dans tout le pays qu'en 1882. Jeanne était l'aînée des 7 enfants de ses parents et dès son plus jeune âge, elle a dû aider sa mère à s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes. Cependant, à l'âge de 14 ans, elle a été envoyée chez une famille aisée pour travailler comme domestique pendant les années suivantes. Elle a travaillé pour plusieurs familles jusqu'à début 1893, puis est partie travailler à Paris. Paris contrastait fortement avec son village de pêcheurs natal. La ville comptait près de 2 millions d'habitants, nombreux à flâner sur les boulevards et admirer l'architecture baroque et Renaissance durant leur activité quotidienne. Pourtant, malgré ce bel environnement, l'économie parisienne subissait toujours la crise commencée dans les années 1870, dont elle ne s'était pas remise. De nombreuses industries se sont installées en périphérie, où les loyers étaient un peu moins chers et l'accès aux fleuves et aux chemins de fer plus pratique. Le type de travailleurs nécessaires évoluait également, et bien qu'il y ait encore du travail pour les secteurs plus traditionnels comme le textile, de nouvelles industries apparaissaient, nécessitant une main-d'œuvre plus qualifiée, comme les ingénieurs mécaniques et électriques. Pendant qu'elle travaillait comme domestique, Jeanne a épousé un homme nommé Marcel Weber. Quand elle l'a rencontré, il était assez travailleur, mais il était connu pour boire. Ils vivaient ensemble dans le quartier ouvrier La Goutte d'Or. C'était un quartier mal fréquenté par des vagabonds et des ivrognes. Au cours des années suivantes, Jeanne donna naissance à 3 enfants, 2 filles et un garçon. En 1904, elle avait 30 ans et la vie à Paris était difficile pour elle. Elle vivait dans un immeuble délabré. Son mari buvait toujours autant et à présent, elle aussi s'était mise à boire. La situation a empiré après une tragédie familiale. Non seulement ils vivaient dans des conditions terribles, mais les 2 filles de Jeanne et Marcel sont mortes. Il y avait eu une épidémie de bronchite dans la ville et bien que les 2 filles sont mortes à très peu de temps d'intervalle, les médecins n'ont pas considéré qu'il leur était arrivé quoi que ce soit d'anormal. Il y avait quelques marques rouges sur le cou des 2 filles, mais le médecin légiste n'a pas jugé cela suspect et aucune autopsie n'a été pratiquée. La mort de ces 2 filles a eu un effet dévastateur sur Jeanne. Elle s'est mise à boire davantage et ne voulait parler à personne. Il était évident pour ses voisins qu'elle était tombée dans un état de dépression. Le 2 mars 1905, Jeanne gardait le bébé de 18 mois de sa belle-sœur, Georgette. Tragiquement, sous sa garde, la petite fille est tombée soudainement malade et est décédée. Un médecin a été appelé et à son arrivée, Jeanne pleurait près du berceau du bébé. Il a examiné l'enfant et, malgré les ecchymoses qu'il a vues sur le cou de la petite fille, il a conclu que le bébé était décédé d'une crise. Jeanne semblait dévastée par le décès. La famille de son mari l'a consolée, mais rien ne pouvait apaiser sa douleur. Elle a dit que la mort semblait la suivre. Un peu plus d'1 semaine plus tard, le 11 mars, elle s'est de nouveau rendue chez sa belle-sœur, cette fois pour s'occuper de l'autre enfant de sa belle-sœur, une petite fille de 2 ans et demi nommée Suzanne. Mais quand sa belle-sœur est rentrée, elle a vu Jeanne pleurer près du lit de la fillette. Elle aussi était morte. Le médecin est arrivé.
Il a cette fois attribué la mort à des convulsions inexpliquées. À ce stade, certains commencèrent à se demander pourquoi 4 enfants étaient décédés sous la garde de Madame Jeanne Weber. Ils se demandaient si elle pouvait, d'une manière ou d'une autre, être responsable de leur mort. Chaque enfant aurait été retrouvé avec des marques rouges sur le cou. Pourtant, chaque fois, les médecins concluaient à une cause naturelle des décès. Bien que certaines personnes la regardèrent avec suspicion, d'autres pensaient que les enfants étaient en mort, à cause de leurs terribles conditions de vie et de l'épidémie de bronchite qui frappait le pays. Peu après, Jeanne dut s'occuper de Germaine, la fille de son frère âgé de 7 ans. Pendant qu'elle était sous sa garde, l'enfant fut victime d'une crise d'étouffement et lorsque le frère de Jeanne revint, il trouva des marques rouges sur le cou de sa fille. À part cela, l'enfant semblait aller assez bien. Cependant, le lendemain, lorsque Jeanne fut de nouveau chargée de s'occuper de la jeune fille, son frère revint et trouva sa fille morte. Le médecin a noté la diphtérie comme cause du décès. Les rumeurs grandissaient au village, accusant Jeanne d'être maudite ou responsable de la mort de nombreux enfants. Mais alors que les rumeurs circulaient, le seul enfant survivant de Jeanne Weber, un garçon nommé Marcel, est mort. Encore une fois, le médecin a conclu qu'il n'y avait eu aucun acte criminel et a annoncé que le jeune garçon était également mort de la diphtérie. Elle a reçu de la sympathie et les gens ont commencé à penser qu'elle était une femme qui s'était retrouvée dans des circonstances si tragiques que la mort était survenue alors qu'elle était présente et qu'il n'y avait rien qu'elle aurait pu faire pour l'empêcher. Après tout, à chaque occasion. Les médecins n'avaient jamais trouvé de raison de soupçonner qu'elle ait eu quoi que ce soit à voir avec la mort des enfants. Quelques semaines plus tard, le 5 avril, 2 des belles-sœurs de Jeanne sont venues dans son immeuble délabré. Elles n'avaient que quelques pièces. L'immeuble était humide et surpeuplé. Ses belles-sœurs avaient une certaine sympathie pour sa situation. Personne ne voulait vivre dans de telles circonstances malheureuses et la situation de Jeanne était aggravée par la perte de ses 3 enfants. La mort n'avait jamais semblé loin d'elle. L'une de ses belles-sœurs lui demanda si elle pouvait s'occuper de son jeune fils nommé Maurice pendant un court moment, car les 2 dames devaient aller faire des courses. Cependant, elles revinrent plus tôt que prévu pour trouver Maurice en train de s'étouffer et de lutter pour respirer. Son cou était couvert de bleu et Jeanne se tenait au-dessus de lui avec ce que les dames ont décrit comme une expression folle sur le visage. La police a été appelée et Madame Jeanne Weber a été arrêtée. Elle a ensuite été inculpée de meurtre. Le 29 janvier 1906, son procès a commencé à Paris. Elle a nié avoir quoi que ce soit à voir avec la mort d'un enfant alors qu'il était sous sa garde. L'accusation pensait toutefois qu'elle avait en fait tué 8 enfants, dont ses filles et son fils. Ils ont suggéré qu'elle avait tué son dernier enfant vivant, son fils nommé Marcel, afin de susciter la sympathie du public et d'écarter les soupçons concernant la mort des autres enfants. Jeanne était défendue par le célèbre avocat de la défense Henri Robert. Il devint célèbre dans toute la France pour avoir défendu avec succès mademoiselle Gabrielle Bompard lors du procès du siècle en 1890. Monsieur Robert défendit Jeanne avec vigueur et le 6 février 1906, elle fut déclarée non coupable. Apparemment, le jury ne la voyait que comme une mère en deuil et ne croyait pas qu'elle aurait pu commettre de tels crimes barbares. Pendant le procès, la presse l'avait surnommée l'ogresse de la Goutte d'Or. Les voisins, cependant, n'étaient plus pas convaincus de son innocence. À chaque sortie, elle voyait des gens chuchoter. Ils la regardaient et la montraient d'un trait du doigt, et les enfants criaient « Voilà l'ogresse de la Goutte d'Or ». Elle s'est rendue compte que la vie serait difficile pour elle à Paris, et lorsque son mari a demandé le divorce, elle a décidé de faire ses valises et de quitter la ville. Pendant un certain temps, on n'eut plus de nouvelles de Madame Jeanne Weber jusqu'au 7 avril 1907, lorsqu'un médecin de la petite ville de Villedoux, dans le sud-est de la France, fut appelé à se rendre au domicile d'une pauvre dame nommée Madame Sylvain Babouzet. Lorsque le médecin arriva, il fut accueilli par une femme nommée Madame Moulinet, qui expliqua qu'elle était employée par Madame Babouzet pour s'occuper de ses 3 enfants, Germaine, 16 ans, Louise, 11 ans, et Auguste, 9 ans. Cependant, le jeune Auguste était soudainement décédé. Après un bref examen, le médecin put voir que la gorge du garçon portait des marques rouges. Cela semblait un peu étrange, mais il conclut que l'enfant était mort à cause de convulsions.
Peu de temps après la mort de son frère, Germaine, âgée de 16 ans, décida de fouiller dans les affaires de Madame Molinet. Son frère était en parfaite santé, et bien que Madame Molinet n'ait pas travaillé pour sa mère très longtemps, elle l'avait toujours trouvé un peu étrange. En fouillant, elle tomba sur une copie d'un article de journal qui avait rendu compte du procès des ogres de la Gotteau. En regardant la photo, elle se rendit compte que Madame Molinet était en réalité Madame Jeanne Weber. La police a été contactée et Madame Molinet ou Madame Jeanne Weber a été arrêtée. Un médecin nommé Dr Brunet a été chargé de pratiquer une nouvelle autopsie sur le corps de l'enfant décédé. Les résultats de celle-ci ont suggéré que le jeune garçon était mort étranglé, possiblement avec un mouchoir ou une écharpe. Madame Jeanne Weber, cependant, a nié être responsable de la mort de l'enfant et a de nouveau fait appel au service de Monsieur Henri Robert. Avant le début du procès, Monsieur Robert a insisté pour qu'une autre autopsie soit réalisée par le docteur Léon-Henri Thénault. Il avait pratiqué les autopsies sur les enfants dont Madame Weber avait été accusée du meurtre l'année précédente. Les résultats de la seconde autopsie ont montré qu'Auguste Babouzet, un enfant qui avait passé ses 9 années de vie dans des conditions vraiment épouvantables, était mort de la fièvre typhoïde. Bien que le magistrat, nommé Monsieur Bellu, fût convaincu que Madame Weber était en réalité coupable, il n'eut d'autre choix que de la laisser partir. Ainsi, le 7 décembre, elle a été remise en liberté. Après plusieurs mois sans savoir où elle était, elle fut étonnamment engagée par Georges Bonjour, président de la Société pour la protection des enfants en France. Il l'a engagée comme infirmière dans un foyer pour enfants à Ocqueville, dans le nord de la France. Apparemment, lui et les autres organisateurs du foyer pour enfants voulaient réparer les torts que la justice avait infligés à une femme innocente. Après quelques semaines, elle a été surprise en train d'étrangler un garçon de 6 ans, mais trop tard. À l'arrivée des secours, il était déjà mort. Fait remarquable, les autorités n'ont pas été contactées, et à la place, Madame Weber a simplement été relevée de ses fonctions et renvoyée. On pensait que la raison en était d'éviter tout embarras, ce que M. Bonjour craignait, car cela aurait pu lui faire perdre sa position. Jeanne est alors retournée à Paris. À ce moment, elle était dans une situation précaire, incapable de trouver du travail. Elle a été arrêtée pour vagabondage et envoyée dans un asile de la petite ville de Nanterre, qui se trouvait alors à 11 km du centre de Paris. Après une évaluation médicale, elle a été jugée saine d'esprit et libérée. Démunie et sans ressources, elle s'est tournée vers la prostitution, jusqu'à ce que sa situation s'améliore en rencontrant Émile Boucherie. Bien qu'ils ne se soient pas mariés, les gens qui la rencontraient vendaient penser qu'elle était sa femme et l'appelaient Madame Boucherie. Au début de 1908, le couple avait quitté Paris et trouvé un logement dans une auberge de la petite ville de Commercy, dans le nord-est de la France. Mais leur séjour fut de courte durée, car quelques jours plus tard, l'aubergiste surprit Jeanne en train d'étrangler son fils de 10 ans, nommé Marcel Pirotte. Pendant l'épreuve, le garçon s'était mordu la langue jusqu'au sang. Elle tirait si fort sur le mouchoir que l'aubergiste dut lui donner 3 coups de poing au visage avant qu'elle ne relâche le garçon. Quand elle l'a fait, l'aubergiste s'est rendu compte que l'enfant était mort. La police l'a arrêté et, en fouillant ses affaires, ils ont trouvé une lettre du célèbre avocat, Monsieur Henri Robert. Ils ont réalisé que la femme arrêtée était la tristement célèbre Madame Jeanne Weber, l'ogresse de la Goutte d'Or. Encore une fois, Jeanne a été jugée pour meurtre et, encore une fois, elle a été défendue par Monsieur Henri Robert. Cependant, cette fois-ci, il n'a pas réussi à convaincre le tribunal de son innocence et le 28 octobre 1908, elle a été reconnue coupable de meurtre d'au moins 10 enfants. Elle a été envoyée à l'hôpital psychiatrique de Merville en Nouvelle-Calédonie. 10 ans plus tard, le 5 juillet 1918, Madame Jeanne Weber, l'ogresse de la Goutte d'Or, mit fin à ses jours. Elle a fait cela en se pendant. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Dans cette vidéo, j'ai dit que Henri Robert avait aussi défendu Gabriel Bompard lors du procès du siècle en France en 1886 quoi. J'ai traité cette affaire en avril 2020 et si certains d'entre vous souhaitent revoir la vidéo, j'ai laissé un lien ci-dessous.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.